Heureuse année 2023 à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces magazines spéciaux. Ce plateau spécial, ce n'est un secret pour personne. La RDC est agressée dans sa partie est par les Rwandais sous couvert du M23. Plusieurs États du monde, notamment les États-Unis, la France, la Belgique, ont condamné cette agression. Certains sont allés même plus loin pour exiger du Rwanda d'arrêter tout soutien en direction de ces terroristes du M23. Et dans cette émission, nous allons également parler, en dehors des questions sécuritaires, nous allons revenir sur les récents séjours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Kasaï oriental. Avec nous sur ce plateau, Éric Nyindou, directeur de la cellule de communication et presse à la présidence de la République. Bienvenue Éric. Merci beaucoup, merci, bonjour Oscar, merci pour cette invitation, bonjour aussi à nos téléspectateurs, j'en profite, comme c'est la première émission à laquelle vous m'invitez pour l'année 2023, je présente tous mes vœux de santé, de bonheur et de succès à vous, à l'équipe donc de la RTNC, mais aussi à nos téléspectateurs et à tous nos compatriotes congolais. Première question justement, puisque nous allons aborder notre premier thème de cette émission, c'est la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'année 2022 qui venait de se terminer a été marquée par des condamnations en condamnation justement de l'agression barbare, s'il faut la qualifier ainsi, que mène le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo par le truchement du M23, et la dernière en date, c'est celle des Nations Unies, les rapports des Nations Unies qui condamnent avec preuve à l'appui cette agression, parce que dans ces rapports, si vous l'avez parcouru, absolument, il y a des preuves irréfutables que le M23 bénéficie justement du soutien du Rwanda. Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'il y a eu beaucoup de condamnations, mais sur le terrain, apparemment rien n'y change. Non, d'abord, cher Oscar, il faut d'abord relever que cette version-là, c'est-à-dire cette déclaration-là, qui reconnaît, preuve à l'appui, le soutien effectif, concret et permanent du Rwanda au M23, c'est ce que dit la RDC, ce que dit le président Tshisekedi depuis toujours. Mais ce discours avait du mal à être entendu et à être accepté par ce qu'on appelle la communauté internationale, donc je veux dire précisément les membres du Conseil de sécurité. Il a fallu des efforts, il a fallu de la patience, il a fallu de la volonté, de la détermination de la part de notre chef d'État, notre président, le président Tshisekedi, de la diplomatie congolaise sous son leadership, pour à chaque fois essayer de convaincre nos partenaires, nos alliés, les gens que l'on rencontrait, c'est-à-dire d'autres pays, d'autres chancelleries, d'autres présidents, pour leur expliquer, voilà la situation. Il y a dans cette situation, les choses sont, à vrai dire, et malheureusement simples. Il y a un agressé, c'est-à-dire une victime, c'est la RDC, et il y a un agresseur, c'est le Rwanda qui agit par le truchement du M23 pour agresser la RDC. Et donc, maintenant, comme vous l'avez dit, on l'a vu sur les 4 voire 5 derniers mois de l'année 2022, de plus en plus de pays ont compris cela. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu ces rapports. Les rapports des experts des Nations Unies, preuves présentées par la RDC. Ce rapport a tardé à être publié. Ce rapport a tardé à être publié, mais un autre rapport est venu s'ajouter, là récemment. Et alors, la dernière information en date, c'est la déclaration du département d'État américain qui le dit encore, qui dit très clairement qu'il salue d'abord le travail des experts des Nations Unies. Il souligne le fait que les preuves sont concrètes, des preuves irréfutables et indéniables du soutien du Rwanda au M23, et il demande instamment au Rwanda de cesser tout soutien au M23. Il demande au M23 de suivre, d'appliquer les résolutions du mini-sommet de Luanda, le sommet du 23 novembre 2022, qui disait bien, de façon simple, cesser le feu, désarmement, retrait et cantonnement du M23. Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant un succès diplomatique pour la RDC? Mais c'est une évidence, c'est un succès diplomatique. En tout cas, c'est la concrétisation de la volonté, le fruit de la volonté, de la détermination de notre chef d'État qui avait dit
j'ai deux options. Rappelez-vous son discours. Quand il avait dit, j'ai deux options, son discours de mobilisation. Il avait dit, j'avais l'option de la diplomatie, l'option de la guerre. La diplomatie n'avait pas encore donné ses effets, mais nous continuons quand même la diplomatie et nous nous préparons à la guerre. On a fait les deux. Aujourd'hui, la diplomatie porte ses fruits, mais en même temps, le Congo se prépare. Nos vaillants soldats des FARDC sont déjà sur le terrain. Il y a eu des combats très durs avec ces terroristes du M23. Nous les avons repoussés, nous avons contenu dans leur position. Aujourd'hui, avec l'appui de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, on va les repousser parce qu'on doit appliquer les résolutions du mini-sommet de Luanda. De Luanda, on va les appliquer, mais ça tarde à être... ces résolutions, une dizaine au total, justement, tardent à être justement appliquées parce que, je me rappelle, les mini-sommets s'est tenu le 23 novembre. Il fallait 2 jours après, donc soit le 25, que les éléments de M23 puissent quitter leur position et rejoindre ou retourner à leur position initiale, faute de quoi la force régionale devait les contraindre. Mais ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, le chef de l'État a reçu la patronne de la MONUSCO. Il a échangé avec les responsables des troupes de la force régionale. Mais sur le terrain, on ne sent pas les effets escomptés. On sent des choses, pas suffisamment. En effet, vous avez raison de le dire. Le chronogramme qui avait été établi le 23 novembre n'a pas été respecté de façon stricte. Mais pourquoi? La faute à qui? La faute d'abord au M23, qui sur le terrain ne respecte pas ses engagements, et la faute au Rwanda. Parce que n'oubliez pas, sur le document qui a été signé, la déclaration finale, le communiqué final de Luanda, le Rwanda, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, a signé, et en quelque sorte a signé au nom du M23, pour dire qu'ils allaient respecter les engagements. Rwanda, au nom du M23. Ben, au nom du M23, c'est clair, puisque le M23 n'était pas à la table, mais le M23, c'est le Rwanda. On l'a dit, et on vient d'en parler. C'est-à-dire, comme le Rwanda soutient, sans, disons les choses clairement, et ça a été prouvé par les multiples rapports de l'ONU, sans le soutien du Rwanda, le M23 ne vaut rien. Le M23 ne représente aucune menace. Donc, de ce point de vue, c'est le Rwanda derrière qui signe les accords, et c'est le Rwanda. D'ailleurs, vous l'avez dit, toutes les chancelleries étrangères font pression sur le Rwanda. Une pression diplomatique sur le Rwanda pour leur dire cessez le soutien au M23. Parce qu'on sait que s'ils cessent le soutien au M23, cette guerre est finie en 2 jours. Alors, si vous comprenez bien... Donc, mais je reviens... allez-y, oui, allez-y dans... Non, je reviens justement à ça. Je dis, donc, de ce point de vue-là, le chef de l'État a reçu à la fois... il a fait un conseil de sécurité élargi. Donc avec l'état-major congolais, les membres du gouvernement, certains membres de son cabinet, et puis l'équipe de Mme Bintou Keïta, qui est la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, donc la patronne de la MONUSCO. Et dont les mandats étaient rallongés d'une année. Voilà, l'équipe de la MONUSCO était là, et puis ça a été élargi dans un second temps à la présence aussi, justement, de l'état-major, si on peut dire, le général Niaga, qui est le général de la force régionale, donc de la communauté d'Afrique de l'Est. Alors cette réunion, elle avait quoi pour but? D'abord, vous l'avez dit, le Conseil de sécurité de l'ONU a, là, tout récemment, au mois de décembre, renouvelé le mandat pour 1 an de la MONUSCO. Vous savez que le Congo avait demandé qu'il y ait une réévaluation du travail de la MONUSCO, du partenariat de la MONUSCO. Progressif. Avec un retrait qui est déjà prévu, c'était la volonté exprimée par le chef de l'État et par la population congolaise, bien sûr, que ce mandat prenne fin. Parce qu'on ne peut pas rester 20 ans ou plus dans un pays, dépenser chaque année 1 milliard, être là pour stabiliser la paix, alors que les résultats ne sont pas probants, en tout cas du point de vue de la population congolaise. Le premier mandat de la MONUSCO, c'était quoi? Protéger la protection des civils congolais. Les civils ont continué à être tués. Donc, ça veut dire qu'il y avait des questions à se poser. Le Congo a dit, et le président l'avait dit lors, je pense, d'une prise de parole, il avait dit, le souhait, ce serait que la MONUSCO ne reste pas au-delà des élections de 2023. Parce que le Congo doit pouvoir assurer seul la stabilité et la sécurité de son territoire. Donc, de ce point de vue-là... Non, laissez-moi terminer. Donc, s'il vous plaît. De ce point de vue-là, le Conseil de sécurité a renouvelé par la résolution 2666 le mandat pour 1 an, mais ce mandat, justement, comme on dit, il doit se faire dans le cadre, notamment, d'une transition, parce que la MONUSCO ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. C'est ça, on est des gens sérieux au Congo.
on a eu un partenariat qui a duré une vingtaine d'années avec la MONUSCO. La MONUSCO remplit un certain nombre de missions. On n'est peut-être pas satisfait du résultat de ces missions, mais la MONUSCO est là, elle remplit un certain nombre de missions. Et le président l'a très bien exprimé quand il les a reçus, lors de ce Conseil de sécurité élargi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je veux que ce partenariat avec la MONUSCO fonctionne et soit efficace. » Soit efficace, c'est-à-dire qu'il atteigne les objectifs qui lui sont assignés. Et parmi ces objectifs, il faut lire la résolution 2666 du Conseil de sécurité qui dit très bien « La MONUSCO a pour mandat de faire 3 choses essentiellement. La première chose, c'est la protection des civils. La deuxième chose, c'est promouvoir et soutenir le programme PDDRCS. C'est ça la nouveauté du nouveau mandat. PDDRCS, ça veut dire Programme désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. N'est-ce pas? Et alors, ça tient compte aussi notamment... que dirige M. Tommy Tamboué, exactement. Mais c'est un programme très important. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui peut nous conduire à la paix, parce que les gens qui font partie, les éléments des groupes armés, notamment une bonne partie d'entre eux qui discutent, enfin qui échangent avec le gouvernement congolais dans le processus de Nairobi, on leur a dit quoi? Cessez le feu, baissez les armes, donc déposez les armes, et puis entrez dans ce programme PDDRCS pour pouvoir vous réinsérer. C'est-à-dire qu'il y a un changement, rappelez-vous, c'est important de le souligner encore, ce n'est plus le brassage, comme on le faisait avant, qui a conduit à avoir une armée hétéroclite. Non, cette fois-ci, c'est qu'on va les réinsérer de façon communautaire. Troisième priorité de la... Non, troisième priorité de la MONUSCO, dans le nouveau mandat qui lui a été donné, c'est appuyer la réforme du secteur de la sécurité. Et c'est très important, parce qu'on doit appuyer la réforme du secteur de la sécurité. Cela va de pair aussi, par exemple, avec tout ce qui est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement sous le leadership du président Tshisekedi pour réformer notre armée, réformer nos services de sécurité pour qu'ils soient vraiment au service du pays et pas là comme on l'a connu dans un certain temps pour terroriser la population. Dernier élément, la MONUSCO va aussi accompagner le Congo pour les élections, que les élections de 2023 se passent dans le calme et de façon sereine. Je voudrais, par rapport justement à ces derniers éléments que vous venez d'évoquer, je voudrais savoir si les 12 mois supplémentaires accordés à la MONUSCO, c'est justement pour sécuriser les élections. Et après les élections, on ne verra plus un seul casque bleu sur les sols congolais. C'est ce que je vous ai dit. Il y a un programme de transition, justement, qui fait que la MONUSCO va remplir ses missions, en partenariat, bien sûr, avec l'État congolais. On est un État souverain, la MONUSCO est là pour nous aider, et ce programme de transition va aboutir, en fin de compte, selon un calendrier qui sera établi, les discussions sont en cours, pour que la MONUSCO puisse se retirer petit à petit. N'est-ce pas? Alors, très important, la réunion qu'a tenue le chef de l'État, c'était une réunion, justement, pour essayer de créer ce cadre de concertation, un cadre de concertation permanent, pour que le gouvernement congolais, les autorités congolaises travaillent avec la MONUSCO pour que la MONUSCO puisse être efficace, c'est-à-dire qu'elle puisse d'abord protéger les populations congolaises, soutenir le PDDRCS et aussi notamment appuyer la réforme des services de sécurité. Et alors cette réunion a été élargie avec, comme on l'a dit, les membres donc, de la force régionale. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils travaillent les trois ensemble. Parce que si vous vous rappelez les résolutions de Luanda, qu'est-ce qu'on dit? À Luanda, on dit qu'il faut un cessez-le-feu, un désarmement, un retrait et un cantonnement du M23. Et alors, une info a été donnée, justement, lors de cette réunion. Non, une info a été donnée, c'est-à-dire que le M23 a quitté le territoire de Rumangabo. Ça a été confirmé par la force régionale. En renforçant d'autres positions. Peut-être en renforçant d'autres positions, ça c'est vous qui le dites, c'est-à-dire vous en prenez la responsabilité, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en train d'être fait. Et vous en faites pas. Au terme, je pense que d'ailleurs c'est bientôt, l'échéance est le 15 janvier, ils devront être sortis des positions qu'ils détiennent. Je suis en train de paraphraser les propos du porte-parole de FARDC, le général-major Ekenge, qui a constaté qu'en quittant certaines positions, le M23 renforçait d'autres positions. Donc c'était un leurre, c'était une manière de tromper la vigilance des Congolais. Mais de toute façon, en fin de compte, au terme du processus, si le M23 ne respecte pas les résolutions de Luanda,
ils seront contraints de le faire par la force. C'est écrit noir sur blanc dans la résolution de loi. Nous allons entamer la deuxième partie de cette émission. Le président de la République et chef de l'État, je l'ai dit de l'entame de ce plateau spécial, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé les festivités de fin d'année à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Aussitôt arrivé, les chefs de l'État ont visité quelques chantiers inaugurés, des écoles, des centres d'adduction d'eau. Et je ne vous en dis pas plus, je vous convie plutôt à suivre ce reportage. Le centre communautaire de Kabeya Kamwanga Etienne Tshisekedi Wamulumba est les prototypes d'infrastructures prévus dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu couper les rubans symboliques de ce centre pilote de Kabeya Kamwanga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeya Kamwanga bénéficieront, en plus des salles de classe modernes, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Autre symbole de développement à la base, les projets d'adduction d'eau potable initiés par Mme Clotilde Kapinga Mulumba, présidente de la Fondation Mutota. 6 sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeya Kamwanga. C'est un projet initié par Mama Kapinga Mulumba, qui est la présidente de l'ONG Mutota. C'est un projet initié par une ONG, financé par FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Pour donner de l'eau à Kabeya Kamwanga, nous avons 3 composantes. La première composante, c'est là où nous sommes exactement, à la source. Nous avons capté, regroupé plusieurs sources. On en a regroupé 6 pour avoir un début par heure de 200 000 litres d'eau. Donc c'est ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une piscine, c'est un bac de captage. Ça c'est une eau naturelle, ce sont des sources artésiennes. C'est une source intarissable. Donc, naturellement, ça n'a même pas besoin d'un traitement parce qu'il y a eu déjà les analyses physico-chimiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres biologiques. Je parlais physique, chimique et biologique. Donc, toutes ces analyses-là ont été effectuées et l'eau a été certifiée naturellement potable. Car cela ne tient pendant le parcours du transport. L'eau peut être infectée, c'est ainsi qu'il y a une disposition de traitement, la chloration en ligne qui sera juste placée juste après le château d'eau. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabeya Kamwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité pour livrer de l'eau potable à la population. Éric Nindou, vous avez été dans la suite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez assisté à l'inauguration de plusieurs ouvrages, des écoles, des ouvrages d'adduction d'eau, la centrale photovoltaïque à Kabeya Kamwanga. Quel est l'essence que le chef de l'État voulait donner d'abord à tous ces ouvrages dans un milieu, vous savez, qui depuis plusieurs années, ces milieux ont été pratiquement oubliés? D'abord, le chef de l'État, comme il l'avait fait précédemment à Mbandaka, au Mbandaka, il y avait la conférence des gouverneurs, mais aussi il a pu visiter la ville, quelques travaux. Là aussi, au Kasaï oriental, donc à Mbujimaï et dans la périphérie, il s'est rendu là d'abord pour communier avec la population, avec son peuple,
pour rencontrer le peuple. En plus, c'était la fin de l'année, il y avait les festivités de fin d'année, bien que nous sommes un pays en guerre, mais c'était quand même une manière de pouvoir communier avec son peuple. Et en même temps, comme c'est un président qui travaille, c'est un président qui pense au bien-être de son peuple, il est parti voir les grands travaux, les ouvrages, les infrastructures qu'il a promus grâce à sa vision. Et notamment, c'est très important, on vient de le voir, le centre communautaire qui porte le nom du docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui se trouve donc à Kabea-Kamwanga, c'est le prototype même du centre que l'on va créer dans les 145 territoires. Parce que la grande affaire de cette année, mon cher Oscar, et il faut le dire à nos téléspectateurs, on aura encore l'occasion de revenir, le dire aussi souvent que vous nous inviterez, vous aurez bien la gentillesse de nous inviter sur vos plateaux à la RTNC, pour expliquer que les 145 territoires, le programme de développement local au départ de 145 territoires, c'est la grande affaire de cette année. Ça a commencé dans la deuxième moitié de l'année dernière. Ce sont des projets qui vont se répandre dans tout le pays, toutes les provinces, avec une philosophie bien précise, c'est-à-dire qu'on ne part pas du haut pour penser un projet et l'imposer à la base, au terrain. Au contraire, on part des besoins du terrain. On part des besoins du terrain, c'est-à-dire le besoin d'infrastructures, le besoin d'ouvrages sanitaires, d'écoles, le besoin d'adduction d'eau, d'électricité, les besoins de la base de tous les 145 territoires qui forment notre grand pays. Et ces projets-là seront financés et c'est sur ces besoins-là qu'ils sont satisfaits. La preuve, ce centre communautaire, il comprend à la fois une école, il comprend à la fois un centre de soins, une clinique moderne, il comprend à la fois aussi un centre de formation pour adultes le soir, et il comprend donc dans un seul lieu plusieurs fonctions, il est multifonctionnel pour pouvoir donner des premiers services à la population locale et que la population n'ait pas besoin de se déplacer de Kabea-Kamwanga pour se faire soigner. Donc ça va par exemple, l'exode rural. Ça va limiter parce que le but du programme des 145 territoires, c'est notamment, comme on dit, de rétablir un équilibre, de lutter contre le déséquilibre entre la ruralité et l'urbanité, c'est-à-dire entre les zones rurales et les zones urbaines. Et c'est pour ça que c'est un programme très important. Et ce qu'on a fait à Kabea-Kamwanga va être dupliqué dans tous les 145 territoires. Justement, puisque vous parlez de ces programmes ambitieux, nous avons vu à travers les images, le chef de l'État a inauguré une école construite par des bâtisseurs. Oui, ça c'était à Mupompa. Constitués pour la plupart, absolument, pour la plupart des jeunes désœuvrés. Absolument. On appelé Kuluna. C'est là qui était à la base ici à Kinshasa de l'insécurité, non seulement à Kinshasa, mais dans d'autres coins de la République. Le chef de l'État s'est déplacé vers Mupompa. Justement, à Mupompa, c'est là qu'il a inauguré cette école. Voilà encore un beau projet. Absolument, un beau projet. Pourquoi? Parce que c'est un projet, une école avec 23 classes qui va accueillir les élèves donc de ce coin-là. Il n'y avait qu'une seule école, notamment dans ce village. Et maintenant, c'est une école moderne, avec des bâtiments flambant neufs. À côté, il y a un stade aussi qui va permettre justement de pratiquer le sport. Et ces mêmes bâtisseurs, c'est-à-dire nos jeunes qui étaient avant désœuvrés, mais qui aujourd'hui sont encadrés par le service national, vont construire prochainement, là, je veux dire donc, cette année, une clinique pour pouvoir offrir des soins, les premiers soins en tout cas, les soins de base à la population locale. Vous comprenez la philosophie, c'est ça qui est très important. On apporte les services à la population là où elle se trouve. Comme ça, elle n'a pas besoin de se déplacer. On lutte aussi en même temps contre ce qu'on appelle l'exode rural. Le fait que tout le monde vienne à Kinshasa, tout le monde veut vivre dans les grands centres urbains, et ça fait qu'il y a une grosse densité, et on ne sait pas gérer ça. Là, on apporte les services de base, c'est-à-dire les soins, à la fois l'éducation, et à la fois les premières infrastructures, parce que l'autre phase, ça sera aussi créer des industries de transformation sur place, pour qu'on puisse donner l'emploi sur place. Et ce sont des projets qui sont excellents, des projets qui servent vraiment les besoins de la population. Et c'est pour ça que le président était content d'ailleurs, quand il a visité ça, parce qu'il a vu ça et il a dit, voilà ce qu'on doit faire et on doit le faire ailleurs. Et lui, il va promouvoir ça pour que ça se refasse ailleurs. C'est comme ça que le président était content. Je retiens cela de vous. Je sais qu'il n'y a pas eu que de bons projets, parce qu'à Mupompa, puisque vous parlez justement de cette école construite par les bâtisseurs, je détiens cela du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. En plus des cliniques, de la clinique qui sera construite, il y aura aussi une maison qui sera érigée en faveur, au bénéfice du chef Mupompa, le chef coutumier. Excellent, excellent. Il n'y a pas que de bonnes choses, justement, mais
avoir la lecture des événements tels que ça s'est passé sur place dans la province du Kasaï oriental. Les chefs de l'État a visité les travaux, n'est-ce pas, les chantiers de l'université de Mbujimaï, dont par rapport au délai butoir de la livraison de cet ouvrage, des travaux de 12 mois, mais depuis avril jusqu'à aujourd'hui, une lenteur s'observe dans l'exécution des travaux. Il y a même des gens qui parlent de détournement des deniers publics ou des fonds commis à ces travaux. Est-ce que vous nous confirmez cela? D'abord, je vais vous dire que le président était très heureux de visiter ces chantiers-là, parce que ce sont des chantiers qui viennent de sa vision, qui viennent de sa volonté et sa détermination d'apporter justement des infrastructures d'éducation, notamment l'université, et celles qui existent déjà de les moderniser. Mais je l'apprends de vous, il y a une certaine opinion qui estime que le chef de l'État était très fâché parce que les travaux n'ont pas avancé comme il s'attendait. D'abord, ce n'est pas exact. Le président a un caractère serein et il ne se fâche pas, il ne pique pas des colères comme ça. Quand on dirige un grand pays comme le Congo, il faut rester serein et maîtrisé. Donc le chef de l'État n'a pas exprimé de colère. Ceux qui l'ont dit n'ont rien vu. Le chef de l'État est là et il pose des questions. C'est le chef qui a initié ces travaux, qui les a impulsés. Donc il vient, il pose des questions. Et effectivement, il est venu s'enquérir de l'avancement des travaux. Alors, ce qui a été constaté, c'est sans doute une lenteur. Il n'y a pas eu respect du délai qui avait été fixé. Effectivement, les travaux avaient commencé en avril, ils devraient être livrés, je pense, 16 mois plus tard, ça ne sera pas le cas. Mais il y a des explications à ça. Et l'explication que les gens donnent, la rumeur, ça a voulu dire il y a des détournements. Mais avec quelle preuve? Et puis c'est des millions en termes de millions. Mais avec quelle preuve? 42 millions pour l'université. Non, mais attendez, mon ami. Des millions pour des routes Kalamambouji. Non, mais il faut parler projet par projet. Parlons de l'université, qui est d'abord un ouvrage important parce que ça va permettre à nos jeunes de pouvoir se former dans des bonnes conditions. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, M. Mouindou Nzangi, qui l'a dit récemment le 4 janvier sur les antennes d'un grand média local. Nous aurons le temps de le suivre. On va le suivre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce n'y a pas 42 millions, c'est 17 millions. Et 17 millions qui sont d'ailleurs préfinancés, dans le cas de l'UOM, qui sont préfinancés par l'entreprise contractante qui fait les travaux, qui doit construire 11 auditoires, les réfectoires et tout ça sur place. Alors, les travaux traînent pourquoi? Selon l'explication du maître d'ouvrage, donc l'entreprise qui fait les travaux, elle a dit c'est parce que d'une part, on a dû faire des travaux de consolidation du terrain, parce que le terrain n'était pas assez solide pour pouvoir construire dessus. Donc ça a pris du temps. C'était peut-être pas, ils n'avaient pas détecté ça dès le départ. Deuxième chose, l'acheminement du matériel de construction, qui malheureusement n'est pas produit au Kasaï oriental même, doit venir soit de l'étranger, soit d'autres provinces, et retardé, via Lubumbashi. Voilà, via Lubumbashi, par la voie ferrée, la SNCC, est retardé pour ça, et retardé dans cet acheminement. Donc c'est ça qui a prolongé les délais. Mais ne vous en faites pas de toute façon. On a un gouvernement, on a un parlement, on a des institutions bien précises, par exemple comme l'IGF, qui va regarder ça de près. S'il y a eu des tournements, ça se saura. Mais crier comme ça, urbi et torbi, qu'il y a eu des tournements sans aller dans les détails, en donnant des chiffres que l'on jette en pâture comme ça, et la réputation des gens qu'on jette en pâture, ce n'est pas sérieux. Vous êtes un média sérieux, il faut regarder les choses. Parce que pourquoi les gens peuvent se réveiller dès matin comme ça, commencer à avancer des chiffres, et parfois qui donnent froid au dos, parce que pour la relance de l'AMIBA, nous avons appris qu'il faut 40 millions de dollars américains, mais si les prétendus détournements peuvent avoisiner les 100 millions de dollars américains, même voire au-delà, oui que ça ne donne pas quand même un caractère sérieux par rapport à l'exécution de certains projets, si jamais cela s'avérait. Vous pouvez faire des enquêtes vous-même. Vous pouvez aller poser des questions à l'IGF, poser des questions aux contractants. Faites votre travail de journaliste d'investigation pour savoir effectivement s'il y a eu des tournements ou pas. En tout cas, les infos que moi je détiens, c'est qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve avérée de détournement. Il y a eu lenteur dans les chantiers. Et le président a effectivement exigé que cela s'accélère. Le président, en tant qu'aussi, je veux dire, père de la nation, j'ai assisté à une scène, par exemple, lors de la visite du chantier de l'UOM. Le président visitait le chantier, et puis à un certain moment, il y a des étudiants qui sont venus dire au président « Présidence, il y a une lenteur dans les travaux. Nous, par exemple, parce que comme sur le site de l'UOM, il y a des travaux, l'université a loué des locaux
qui, en quelque sorte, délocaliser l'université. Donc, ils ont des cours dans d'autres locaux. Et parfois, des distances sont très longues. Donc, ces étudiants, nos jeunes frères, sont venus dire, président, non, on doit faire des longues distances. Et ça a conduit même à ce que certains étudiants abandonnent leurs études, parce que ça coûte cher. Et le président, vous savez, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je comprends votre situation, soyez patients, les travaux vont accélérer, j'en fais un problème personnel, c'est-à-dire qu'on va faire le suivi, mais pour votre problème concret, qui est celui des distances, on va vous envoyer les bus Transco. Et c'est ce qu'il a dit. Vous serez parmi les priorités, donc les bénéficiaires prioritaires des bus Transco. Vous voyez, voilà comment le président réagit. Il répond à un besoin immédiat, ce qui est celui du transport, parce que pour l'instant, on ne peut pas étudier là, vu que le chantier est en cours, mais en même temps, les services de la République vont suivre ce chantier de près. Mais le ministre a dit, il n'y a pas eu 100 millions dépensés à l'université de Mbuji-Mayi. Écoutons justement le ministre. Il sait de quoi il parle. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui a levé un pan du voile pour éclairer justement la lanterne au sujet de ces fameux détournements des deniers publics de fonds destinés à la construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Journée marathon pour le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, a fait le tour mercredi 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance, de 3 différents sites universitaires de Kinshasa où les travaux de construction et de réhabilitation avaient été lancés depuis avril de l'année dernière. Première étape, l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Sur place, Moïndo Nzangi, accompagné du recteur, a obtenu les précisions des experts sur l'état d'avancement des travaux. Constat satisfaisant, les travaux ont largement avancé par les débuts des finalisations de nouveaux auditoires ainsi que de halls des étudiants. À l'UPN, deuxième étape de la tournée, ce sont les étudiants en joie qui ont accueilli le ministre en présence du comité de gestion. Les halls sont presque finis et sont en train d'être équipés. À l'université de Kinshasa, dernière étape de sa tournée, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est dit satisfait et annonce pour bientôt les débuts des travaux de réhabilitation et de construction des auditoires. Nous avons aujourd'hui Félix Tshisekedi qui donne à la jeunesse congolaise l'espoir d'étudier dans les bonnes conditions. Les travaux évoluent très bien ici à Kinshasa. Ce qui a été réalisé depuis avril jusqu'à aujourd'hui, la première partie des ouvrages que nous allons remettre cette année sont presque terminés. Alors que la polémique règne autour des fonds alloués pour les travaux de l'université officielle de Mbuji-Mayi, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire précise que ces travaux n'ont pas coûté 42 millions. Il s'agit plutôt de 17 millions de dollars. Et d'ajouter, ces travaux sont presque tous préfinancés par les entreprises exécutantes qui envoient par la suite les factures à l'État congolais qui les valide avant paiement. Voilà, Eric Inindou, vous avez suivi ce reportage. Le ministre Moïndo Nzangi, il tranche, il dit que ces travaux n'ont pas coûté 42 millions. Absolument, mais le ministre, il sait de quoi il parle. C'est son secteur d'autorité, l'enseignement supérieur. Et il a très bien dit, il a dit, c'est l'entreprise contractante qui a préfinancé les travaux de l'UOM, donc l'université officielle de Mbuji-Mayi, à hauteur de 17 millions. Et sur l'ensemble du budget de rénovation ou de réhabilitation, de construction des universités. Il y a celle de l'IBTP à Kinshasa, l'UPN, il y a l'université de Kananga, celle de Mbuji-Mayi, celle de Bunia, et puis celle aussi de Mbandaka, puisque le président a annoncé qu'il y aura une deuxième université à Mbandaka. Sur ce budget global, la RDC n'a déboursé pour l'instant que 18%, qui correspondent aux travaux déjà effectués. Parce qu'il faut voir comment le contrat a été effectué selon le ministre, c'est-à-dire que l'entreprise qui réalise les travaux préfinance, et quand c'est terminé, le gouvernement, enfin l'État congolais, le paye à l'entreprise. Donc cela prend du temps. Maintenant, poser des questions, c'est bien. Parce que chacun a un devoir de redevabilité. Donc c'est bien de poser les questions. Il faut que les journalistes, les parlementaires, les élus locaux posent des questions pour savoir mais pourquoi ces travaux n'avancent pas assez vite. Mais c'est aussi un sérieux problème des sources d'information en RDC. Quand vous allez demander
Vraiment, vous allez vous buter à un mur d'opacité sur parfois la gestion des fonds, des deniers publics alloués aux travaux, aux chantiers qui sont ouverts ça et là. Mais il y a un sérieux problème des sources. Bon, peut-être qu'il y a... Non, quand il y a un problème comme celui-ci, oui, parce que les réseaux sociaux en parlent, tout le monde en parle, qu'il y ait des détournements des fonds, parfois sans preuve, qu'aujourd'hui, peut-être vous venez aussi pour nous éclairer dans ce sens-là. Oui, peut-être qu'il y a une culture de la transparence et de la redevabilité qui doit être promu et amélioré dans notre pays, sans doute, admettons-le. Ce n'était pas le cas les 18 dernières années. Mais en tout cas, si vous allez chercher l'info à la source là où elle se trouve, on vous la donnera. En l'occurrence, là, c'est le ministre de tutelle qui nous donne cette information-là. Il faut la vérifier, il faut aller voir, savoir est-ce que les travaux ont augmenté. Vous posez la question aux élus locaux. Dans tous les chantiers, c'est la même chose. Donc poser les questions, ce n'est pas mauvais, au contraire, c'est bon. Parce qu'il faut mettre la pression sur ceux qui doivent exécuter la vision du chef de l'État. Mais après, de là, à commencer à proférer des allégations en parlant de détournement sans preuve, je veux dire, ça brouille le débat et surtout, moi, je pense qu'il y a aussi derrière une volonté de nuire de certains qui ne sont pas contents du travail du chef de l'État. Parce qu'ils veulent détourner l'attention du public en ne focalisant pas sur le fait qu'il y a des travaux qui sont engagés, des universités qui vont être érigées à partir de rien, d'autres vont être réhabilitées. On a parlé des homes, par exemple, de l'UPN, l'IBTP, des choses qui sont remises à neuf, alors que nos étudiants, nos jeunes frères et sœurs travaillent dans des conditions exécrables. Donc le président, par sa volonté, sa détermination, va changer tout ça pour leur donner des conditions satisfaisantes de travail, mais ça ne plaît pas à certains. Il y a des adversaires, sans doute politiques, qui veulent tourner le viseur vers des soi-disant soupçons de détournement. S'il y a détournement, je vous l'ai dit, franchement, soyez calmes. On a des agences, il y a l'IGF, il y a des commissions parlementaires qui vont fouiller là-dedans et on le saura et la justice fera son travail. Et il y a certains observateurs qui estiment que certains collaborateurs du chef qui travaillent avec le chef de l'État dans son cabinet ne l'aident pas dans ce sens-là parce qu'il y a lenteur des travaux, il y a entre guillemets, détournement et déjà estime que certains collaborateurs n'aident pas les chefs. Vous partagez cet avis? Mais non, parce que ça, vous proférez des choses sans contenu. Quel collaborateur, sur quel projet et dans quelles conditions? Il faut être précis, parce qu'on ne peut pas dire comme ça de façon globale, certains collaborateurs, c'est comme l'homme qui a vu l'ours. C'est-à-dire, c'est rien qui est précis, il faut être précis. Je ne dis pas que tous les collaborateurs du chef de l'État font bien leur travail. Ce n'est même pas à moi de les juger. Le chef d'État lui-même, il sait comment les juger. D'accord? Il faut voir les cas individuels. Qui fait bien son travail selon les assignements qui lui ont été donnés. Donc de ce point de vue-là, ça va. Mais ce qui est mauvais, c'est le climat que l'on veut créer. N'oubliez pas qu'on entre dans une année qui sera électorale. Donc il y a aussi un certain climat que certains veulent créer en répétant tout le temps. Il y a détournement, les collaborateurs du chef de l'État ne l'aident pas et tout ça. Vous savez, répéter un mensonge n'en fait pas une vérité. C'est pas parce qu'on va répéter 10 000 fois que les collaborateurs du chef de l'État ne l'aident pas que pour autant c'est une vérité. Il faut voir qu'est-ce qui est fait. Tout ce que lance comme projet, tout ce que concrétise la vision du chef de l'État, c'est apporté et suivi par ses collaborateurs. C'est notre job. J'en fais partie, je suis parmi les membres du cabinet du chef de l'État. On fait le job. Et on est jugé pour ce qu'on fait. Si c'est mauvais, on sera sanctionné. Mais si les médias parlent aujourd'hui d'une lenteur observée dans l'exécution... Non, la lenteur, elle est exacte. La lenteur, elle est exacte. Mais elle a peut-être des explications... Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de suivi. Non, ça veut peut-être dire qu'il y a des obstacles techniques. On vient d'en parler. L'acheminement du matériel de construction qui doit venir du Katanga. Peut-être aussi la consolidation du terrain, comme je vous l'ai dit. C'est en tout cas les explications techniques que nous ont données les constructeurs, l'entreprise contractable, les ingénieurs. Mais maintenant, il faut surveiller ça. Il faut vérifier ça. Et c'est le rôle, justement, de comités de suivi qui vont se mettre en place. Le seul petit hic, et qui mérite amélioration, et le président l'a dit sur place, c'est une meilleure coordination entre les services qui relèvent du national, c'est-à-dire ceux qui sont à la présidence, ceux qui sont dans les ministères nationaux, et les services locaux, c'est-à-dire le gouvernorat local, les élus locaux. Il peut peut-être qu'il y ait une meilleure coordination des deux, parce que parfois c'est de l'ignorance que l'on lance des anathèmes comme ça. Parfois parce que les gens ignorent, ceux qui sont les élus locaux ne sont peut-être pas suffisamment associés à la gestion des projets, alors certains peuvent lancer des anathèmes par ignorance en disant on est revenu, on était là au mois d'octobre, on revient au mois de décembre, et on ne voit pas que les travaux ont avancé.
voilà, il y a des tournements. Mais avant de le faire, il faut le faire de façon sérieuse. Et il faut écouter ce que disent, par exemple, le ministre Moïse Nzangi, qui est le ministre de tutelle, qui dit qu'il n'y a que 17 millions qui ont été dépensés, qui vont être dépensés pour la construction de l'UOM, Université officielle de Mbuji-Mayi, et que cet argent a été préfinancé par l'entreprise contractante. Donc de ce point de vue-là, je ne vois pas d'où sortent les 102 millions. Et si je comprends bien, il faut donc, comme vous l'avez dit tantôt, il faut une synergie entre les services qui sont commis dans l'exécution de ces travaux. Mais vous avez parlé tantôt de l'acheminement de matériel. Et quand vous parlez de l'acheminement, ici nous voyons la SNCC. Nous avons suivi dans certains médias périphériques, la SNCC a été indexée de ne pas accompagner comme il se doit le président de la République, notamment ses travaux, ses projets, parce que les équipements traînent dans les entrepôts de la SNCC. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Eh bien, on va essayer d'y voir clair. Par exemple, sur un autre dossier qui a aussi suscité des polémiques vraies ou fausses, celui de la construction des routes, hein, notamment Tchilé-Gelou, notamment la route qui va de Mbuji-Mayi à Kananga, voilà, la nationale 1. Hein. De ce point de vue-là, une décision a été prise lors de la visite du chef de l'État au Kassai oriental, c'est qu'on va créer une commission qui va comprendre à la fois des membres du gouvernement, de la présidence, du gouvernorat local, et qui vont se rendre au Katanga pour essayer de voir avec la SNCC quels sont les obstacles, qu'est-ce qui fait que l'acheminement est retardé. Donc ça veut dire qu'on va essayer d'en savoir plus. Parce qu'il ne faut pas jeter l'anathème directement sur la SNCC. Peut-être qu'il y a des raisons évidentes, des raisons objectives qui font qu'on ne peut pas acheminer ça. On a parlé notamment de questions de la taille des rails ou bien du tonnage des wagons. Donc il faut peut-être voir ça de près. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que quand on identifie un problème, on donne une solution, ou en tout cas une piste de solution pour pouvoir résoudre ce problème. On ne reste pas là à rêver et à commencer à faire des polémiques sur les réseaux sociaux en jetant en pâture des chiffres ou des noms pour dire on a volé. Il faut voir les choses de façon claire. Parce que quand on gère un État, on le fait de façon sérieuse. Et s'il y a des tournements, ceux qui ont détourné seront punis, mais après enquête et après preuve à l'appui. Voilà, je vous ai bien suivi. Donc, s'il y a des tournements, les enquêtes seront menées pour savoir, pour tirer toutes les conséquences de ces détournements et sanctionner les coupables. Nous allons aborder peut-être un dernier sujet de ces plateaux spéciaux. C'est l'opération d'enrôlement qui a commencé depuis le 24 décembre 2022. Et cela pour 1 mois. Est-ce que ce délai est suffisant pour permettre à tous les Congolais d'obtenir une carte d'électeur? Parce que selon les prévisions de la CENI, 21 millions d'électeurs sont attendus à l'issue de cet enrôlement. Est-ce que les délais d'1 mois... Mais on le fait par zone. C'est différent. C'est la zone ici de Kinshasa, par exemple, ça a déjà commencé. Écoutez, la CENI... elle n'est pas rigide. Donc c'est quelque chose qui va être évalué selon la réalité du terrain. Si effectivement il s'avère qu'1 mois n'est pas suffisant, je pense que la CENI, elle pourrait être flexible et peut-être étendre ça. Je veux dire, c'est un débat qui peut se poser, effectivement. Parce qu'il ne faut pas se fixer, comme parole d'évangile, sur un délai. Il faut voir l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que le plus grand nombre puisse s'enrôler pour que les Congolais puissent exercer leur devoir citoyen de pouvoir voter, notamment. Et puis aussi que l'on puisse ainsi consolider notre démocratie. Notre démocratie, elle est jeune, elle est aussi fragile, et il faut qu'on la consolide par justement le fait qu'on puisse faire des élections à délai régulier dans le cadre de notre Constitution. Donc ça, c'est l'objectif qui dépasse un simple calendrier. Donc je pense que les personnes qui travaillent à la CENI, et à la fois le gouvernement qui accompagne ça, puisqu'il finance le travail de la CENI, ils vont étudier la question, et s'il y a nécessité d'augmenter le délai, s'il y a nécessité d'ajuster le tir, ça sera fait. Je veux dire, il ne faut pas en faire une polémique. Si je vous ai posé cette question, c'est au regard des difficultés que rencontre cette opération, justement, parce que quand vous allez dans un centre d'enrôlement, on vous sort une carte dont la photo est en noir et blanc, et parfois les visages défigurés. Il y a beaucoup de plaintes dans ce sens-là. Je me dis, au regard de toutes ces difficultés que rencontre la CENI, est-ce que les délais seront tenus? Est-ce qu'il y aura vraiment élection dans ce pays? Non.
élection, il y aura. Ça, je peux vous le garantir, c'est le président qui s'est engagé et il a dit qu'il y aura élection, il y aura élection. La CENI, qui est chargée de l'exécution, de l'organisation de ces scrutins électoraux, a dit aussi que tout va bien et pour l'instant, ils tiennent leur programme et leur calendrier. Après, il peut y avoir des problèmes techniques. Le fait qu'une photo sorte en noir et blanc et ne reflète pas réellement le visage de quelqu'un, je veux dire, c'est pas ça qui va mettre en péril les élections. Soyons sérieux, monsieur Oscar. Ça, c'est un problème technique, il faut ajuster. Je ne sais pas si c'est l'utilisation. J'ai entendu... Ou les utilisateurs. Voilà, j'ai entendu un des patrons de la CENI qui a dit que c'était le fait que les officiers d'enrôlement utilisaient sans doute mal le matériel. Eh bien, qu'on fasse une formation, qu'on améliore leur formation pour que cet outil soit mieux utilisé, ou qu'on change d'outil. Si on en a besoin, il faut qu'on l'améliore, que peut-être l'appareil photo qui est incrusté là-dedans, je ne connais pas dans le détail comment ça fonctionne, mais soit amélioré. Mais un petit problème technique comme tel, qui fait beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux, hein, vous et moi nous avons suivi ça, mais qui énerve aussi certains citoyens, certains électeurs potentiels. Qui refusent carrément de Absolument. prendre la carte parce qu'ils disent ça, c'est pas moi. Mais exactement. Complètement défiguré. Mais de ce point de vue-là, ça ne remet pas en cause ce qui est fondamental. Et ce qui est fondamental, c'est que le pays va organiser son scrutin présidentiel et législatif cette année, c'est-à-dire en 2023, pour tenir les délais constitutionnels. Ça, c'est un engagement du président de la République et ce sera tenu. Malgré toutes les polémiques que certains veulent nous faire croire en disant non, il faut changer les conditions, il faut ceci, comme on dit, c'est de la distraction. Les élections auront lieu aujourd'hui et les Congolais ont le droit de voter et ils iront voter. Eric, nous sommes en train de terminer cette émission. Grosso modo, que retenir du récent séjour du chef de l'État à Mbuji-Mayi et des différentes visites des chantiers qu'il a effectuées en 2 mots? Retenir d'abord que le président a impulsé des chantiers pour créer des infrastructures qui répondent aux besoins de la population. On l'a dit, centre communautaire à Kabé-Akamwanga, adduction d'eau à Kabé-Akamwanga, école à Mupompa, université à Mbuji-Mayi, même si le chantier traîne, mais il y a des choses. Et il y a notamment une chose qu'on n'a pas évoquée, base agricole, agro-industrielle à Nkwadi. C'est très important parce que ça, j'espère que vous aurez l'occasion de me réinviter pour qu'on puisse en parler, parce que quelque chose de fondamental, c'est l'agenda de transformation agricole de la RDC. C'est un projet phare et un projet structurant du chef de l'État qui l'avait dit, il veut la revanche du sol sur le sous-sol. La véritable richesse du Congo, c'est son agriculture. Mais une agriculture qui doit s'inscrire dans une chaîne de valeur, et c'est ce qu'on a vu à Nkwadi, c'est-à-dire l'ensemencement, la récolte, la production, la transformation de ces produits agricoles pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, donc créer de l'emploi. C'est très important. J'ai suivi ce reportage pour la première récolte de la saison A, c'est 650 tonnes. Absolument, c'est très important. Ça sera les doubles. Absolument. Dans 4 filières essentiellement, il y a le maïs, le manioc, le soja, et puis aussi la pisciculture notamment, hein, ça c'est un autre volet, mais c'est très important parce que ça va permettre que notre pays atteigne l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, le Congo dépense des milliards, je n'ai même pas le chiffre, dépense des milliards de dollars chaque année pour importer de l'alimentation, importer même des oignons du Cameroun. C'est absurde. On peut les produire ici, mais il faut qu'on leur crée des chaînes de valeur. Il faut que l'on crée des filières stables et rentables de production agricole. Eh bien, grâce à l'agenda de transformation agricole, donc c'est-à-dire c'est un programme qui a été établi sous la vision du chef de l'État, mené par le gouvernement, notamment avec l'aide de l'IITA, l'Institut international d'agriculture tropicale. Ça permet au Congo d'aller plus loin et notamment ça permet de faire une chose, et je termine par là, très important, ce qu'on appelle l'effet levier. C'est-à-dire le Congo, sur les 192 millions prévus pour ce programme, le Congo a déboursé pour l'instant environ une trentaine de millions, mais grâce à ça... 2 millions de dollars, bien sûr, 2 millions de dollars. Grâce à ça, ça fait effet levier parce que la BAD, l'USAID, la FAD viennent apporter de l'argent en plus. Et ça n'a pas été détourné. Hein. Ça n'a pas été détourné, au contraire, ça produit des choses et vous verrez de plus en plus, ça va permettre d'atteindre ce qu'on appelle le panier d'aménagère, c'est-à-dire le sac de foufou, le riz. On va pouvoir consommer ce qui est produit localement
et le consommer à moindre coût. Donc un projet qui aura un impact social, justement. Absolument. Et Tout cet agenda de transformation agricole, il faudra en reparler. Éric Nyindou, je rappelle que vous êtes le directeur de la cellule de communication et presse à la présidence de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de donner un éclairage par rapport à tout ce qui se raconte dans les réseaux, dans les médias. Et je pense que tous ceux-là qui nous ont suivis ont tiré quelque chose d'essentiel. Merci Oscar de nous permettre justement de pouvoir partager avec nos téléspectateurs, nos compatriotes, quelques informations pour qu'on puisse rester focus. Il faut rester focus, comme on a dit, sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurité de notre pays. Donc, tout le processus de paix pour pacifier et stabiliser l'Est. Et l'essentiel aussi, c'est le développement de notre pays, la création d'infrastructures et le fait qu'on puisse atteindre cette autosuffisance alimentaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces plateaux spéciaux. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde et bonne année 2023.